6 juin 1944. Les eaux grises de la Manche se soulèvent et claquent contre la rampe en acier d'un landing craft, véhicule personnel. À l'intérieur, les hommes du 146e bataillon du génie de combat sont entassés épaule contre épaule, leur corps se balançant à l'unisson maladif et rythmé avec la mer agitée. L'air est épais de l'odeur des fumées de diesel, du sel et du vomi, un cocktail misérable qui s'accroche à l'arrière de la gorge. Vous y êtes, sentant les embruns froids sur votre visage, le tremblement du moteur vibrant à travers les semelles de vos bottes. Parmi les ingénieurs au visage grave, les jointures blanches sur les crosses de leurs fusils, un garant, se trouve le technicien de 5e classe Jack J. Montgomery. Il n'est pas un ingénieur de combat, il est un médecin. Sur son casque, un cercle blanc avec une croix rouge est peint, une cible pour certains, un phare d'espoir pour d'autres. Son travail n'est pas de prendre la plage, mais de maintenir unis les hommes qui le font. Le littoral de la Normandie se matérialise à travers la brume matinale, une longue et sombre tache à l'horizon. Elle est trompeusement paisible de loin. Puis, le monde explose. Des obus allemands de 88 mm commencent à marcher sur l'eau, envoyant des geysers d'océan glacés vers le ciel. Le fracas assourdissant des explosions est un coup physique, et le bateau Higgins tangue violemment, menaçant de chavirer. Les hommes crient des prières et des jurons, leur voix engloutie par la symphonie rugissante de la guerre. Montgomery garde les yeux fixés sur le rivage, sa trousse de secours de médecin serrée dans ses mains. Il peut voir les obstacles, les hérissons de fer dentelés et les troncs d'arbres inclinés connus sous le nom de « asperges de Rommel », placés là pour déchirer les fonds de leurs péniches de débarquement et canaliser l'infanterie dans des zones de mise à mort. Avec un chaos qui secoue les eaux, l'embarcation s'échoue sur le sable d'Utah Beach. La rampe s'abaisse dans le ressac moucheté de sang et l'assaut sonore s'intensifie 100 fois. Le son distinct et terrifiant d'une Maschinengewehr 42 allemande, la tronçonneuse d'Hitler, déchire l'air depuis une fortification en béton désignée Widerstandsnest 5. Son taux de tir est si élevé qu'il ne ressemble pas à des coups individuels, mais au déchirement d'une immense feuille de toile. Les hommes à l'avant du bateau sont fauchés avant même que leurs bottes ne touchent le sol français. Ils s'effondrent dans l'eau peu profonde, leur sang tachant instantanément la marée d'une teinte écarlate nauséabonde. Il n'y a pas de stratégie ici, pas de grand plan, seulement la survie. L'ordre est hurlé « Allez, allez, allez !» Montgomery plonge dans l'eau jusqu'à la ceinture, glaciale, ses jambes lourdes comme du plomb. Il suit les ingénieurs qui courent, rampent et trébuchent vers le couvert minimal offert par un bas muret de protection à environ 200 yards. L'air est vivant de tirs traçants qui se croisent. Un nid de guêpes de mort invisibles. Le sable s'envole en panache violent là où les balles frappent. Le bruit est une pression physique sur les tympans. Le claquement des fusils, le grondement des mortiers, le bavardage incessant des mitrailleuses et les cris angoissés des blessés. Il atteint le muret, son souffle saccadé, brûlant. Des hommes s'y terrent, cloués au sol, leur visage masque de terreur et de détermination. Mais le regard de Montgomery est attiré par la plage, par le bord de l'eau où tant sont tombés. Ce ne sont pas seulement des victimes, ce sont ses camarades, sa responsabilité. Il voit un homme essayer de ramper, sa jambe brisée. Un autre gît immobile, une tache sombre s'étendant sur sa poitrine. L'entraînement, les exercices, la préparation interminable n'auraient jamais pu capturer ce chaos pur et non dilué. Chaque instinct hurle de rester baissé, de préserver sa propre vie derrière le mince éclat de béton et de sable. Mais ce n'est pas le serment qu'un médecin prête. Il ne voit que les blessés, n'entend que leurs appels à « médecin ». Ce sont les premiers instants d'une journée qui testerait les limites de l'endurance humaine. Et c'est en documentant ces moments de décision individuelle que l'histoire prend véritablement vie. Si vous pensez que ces histoires de sacrifices profonds doivent être rappelées en détail, prenez un moment pour vous abonner et vous assurer que cette histoire ne sera jamais perdue.
Alors que les mitrailleuses continuent leur feu implacable, Jack Montgomery fait son choix. Il se relève de sa couverture. Il bouge sans réfléchir, son corps obéissant à une volonté plus profonde que la peur. Se redressant, Jack Montgomery franchit le rebord de la digue, ses bottes s'enfonçant dans le sable mou et humide. Une chorale de cris désespérés le suit. « Médecin, baissez-vous !»« Restez ici, imbécile !» Mais ce ne sont que des échos lointains, noyés par le rugissement dans ses propres oreilles et le claquement sec des balles qui sifflent à quelques centimètres de son casque. Le monde devient un étroit tunnel de vision. Il n'y a que l'homme blessé, à une trentaine de mètres, et le terrain traître et découvert qui les sépare. On sent l'immense gravité de la plage, chaque grain de sable semblant tirer sur ses bottes, essayant de le retenir, d'en faire une cible immobile. Le mitrailleur allemand du Widerstandsnest 5 voit le mouvement, le reflet de la croix rouge sur le casque, et fait pivoter son arme. Un torrent de balles de 7,92 mm trace une ligne violente sur le sable, poursuivant l'ombre de Montgomery. Il ne court pas droit. Il court dans une croupe basse et désespérée, un schéma brisé et en zigzag qui n'offre aucune protection réelle, mais qui semble être la seule chose à faire. Il tombe à côté de l'ingénieur tombé, atterrissant durement sur ses genoux. Le soldat est un garçon, pas plus âgé que 19 ans, le visage pâle et luisant de sueur, les yeux écarquillés de choc et de douleur. Sa jambe droite est un amas de sang et de tissu kaki déchiqueté sous le genou. Montgomery ne perd pas de temps en mots de réconfort. L'action est le seul réconfort ici. De ses mains expertes et urgentes, il déchire son sac de premiers secours. Les bruits de la bataille sont une force physique. La détonation d'un obus de mortier voisin faisant trembler le sol lui-même, les couvrant tous les deux de sable et d'éclats. Il l'ignore. Sa concentration est absolue. Il sort un pansement de campagne et un sachet de poudre de sulfamide, le miracle de l'époque contre l'infection. Il saupoudre généreusement la poudre jaune dans la plaie, une tentative désespérée d'éviter la gangrène qui suivrait sûrement. Puis, le pansement, l'enroulant serré, ses doigts tachés du sang chaud du soldat. Le garçon gémit, un son bas et guttural de douleur. Montgomery trouve la seringue de morphine, débouche l'aiguille et la plonge dans la cuisse de l'homme, poussant le piston jusqu'au bout pour délivrer l'opiacé qui émousse la douleur. Vient maintenant la partie la plus difficile. Il ne peut pas le laisser ici. La marée monte et les Allemands utilisent les blessés comme appât. Il passe ses bras sous les épaules de l'ingénieur, sentant le poids mort d'un homme sombrant dans le choc. « Nous retournons », dit Montgomery, sa voix un commandement grave. « Je te tiens. » Il commence à le traîner, en arrière, vers la digue. C'est un processus lent et douloureux. Ses propres muscles brûlent sous l'effort, et ses poumons donnent l'impression d'être remplis de feu. Ils sont une cible large et lente, une invitation irrésistible pour les artilleurs sur la falaise. La Maschinengewehr 42 ouvre le feu à nouveau, ses traçantes un flot terrifiant et magnifique de lumière verte passant à toute vitesse près d'eux dans la pénombre matinale. Le sable explose tout autour d'eux. Il peut entendre le bruit des balles frappant le sac de l'homme blessé. Il continue de tirer, un pas en arrière après l'autre, ses talons creusant des tranchées dans le sable. Cet acte singulier de courage, répété sous le feu, est l'âme même des histoires que nous racontons. Pour garantir que ces chroniques d'héroïsme continuent d'être partagées, votre abonnement à cette chaîne fait toute la différence. Finalement, une douzaine de mains se tendent depuis derrière la digue, attrapant le soldat blessé, attrapant Montgomery, et les tirant tous les deux par-dessus le bord dans la sécurité relative de la tranchée peu profonde. Jack s'effondre un instant, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Il l'a fait. Un homme est en sécurité. Mais alors qu'il reprend son souffle et regarde par-dessus le bord de béton, son regard balaie le champ de bataille. Il voit un autre homme à terre et un autre plus loin.
Le travail n'a fait que commencer. Il n'y a pas de temps pour le repos. Ce n'était pas un acte unique. Ce n'était que le premier de nombreux actes qu'il accomplirait en ce jour le plus long. Le répit derrière la digue ne dure qu'un souffle, unique et tremblant. Jack Montgomery se relève, ignorant la protestation brûlante de ses muscles. Ses yeux, déjà habitués au sombre tableau, scrutent la plage. Il aperçoit un autre soldat, celui-ci pris à découvert, gisant dangereusement près d'un enchevêtrement de fils de fer barbelés. L'homme essaie de se relever sur un bras, l'autre pendant, inerte et inutile, le long de son corps. Le travail prend maintenant un rythme, une cadence terrible, celle de la vie ou de la mort. Il n'y a pas de grande stratégie, seulement le prochain homme, et celui d'après. Une fois de plus, Montgomery franchit la barrière de béton et sprinte dans le maelstrom. Cette fois, les artilleurs allemands semblent l'attendre. La croix rouge sur son casque, censée par convention être un symbole de neutralité, est devenue un aimant pour le feu ennemi. Les balles labourent le sable autour de ses pieds, le forçant à plonger à plat, rampant les 20 derniers mètres sur le ventre, le sable grossier et humide, lui écorchant les mains et les genoux. Il atteint le soldat, un soldat d'infanterie d'une compagnie qui a débarqué hors cible. L'épaule de l'homme est un amas de chair déchirée et d'os brisés. Pendant que Montgomery travaille, coupant le tissu sanglant de la veste de l'homme, le monde se contracte violemment. Un obus de mortier allemand, un terrifiant obus de 81 mm, hurle du ciel et explose dans un cratère d'obus à moins de 50 pieds. La déflagration est un coup physique qui soulève Montgomery du sol et le rabat violemment. Ses oreilles bourdonnent d'un sifflement assourdissant et aigu, et pendant un moment terrifiant, le monde devient silencieux. Le rugissement de la bataille remplacé par un bourdonnement étouffé. Une douleur vive et brûlante s'épanouit dans son flanc. Il porte instinctivement la main à son côté et ses doigts reviennent, luisants et sombres de son propre sang. Un éclat d'obus a traversé sa veste de campagne et pénétré la chair sous ses côtes. Vous êtes là, ressentant le choc brûlant de la blessure, la désorientation vertigineuse. Chaque cellule de votre corps hurle de trouver une couverture, de soigner votre propre blessure, de simplement arrêter. Mais Montgomery hésite à peine. Il jette un coup d'œil à la déchirure de son treillis, voit le sang qui perle, puis reporte son attention sur le soldat. Il n'y a pas de temps. La mission est l'homme devant lui. Il applique un pansement compressif sur l'épaule du soldat, ses mouvements légèrement ralentis maintenant, une grimace de douleur crispant ses traits. Il passe le bon bras de l'homme autour de son propre cou et commence le processus tortueux de le traîner vers le mur de mer. Ce n'était pas l'héroïsme tape à l'œil d'une charge, mais le courage acharné et méthodique d'un homme refusant de laisser mourir ses frères. C'est en racontant en détail ses parcours individuels en enfer que nous honorons véritablement leur héritage, et votre soutien en vous abonnant nous aide à continuer à reconstituer ces histoires vitales. Chaque pas est une agonie, sa propre blessure palpitant au rythme de son cœur battant la chamade. Il sent l'humidité s'étendre sur son flanc, mais il enferme la douleur dans un profond recoin de son esprit et continue d'avancer. Il parvient à revenir, livrant son deuxième patient aux mains des autres ingénieurs qui attendaient. Quelqu'un pointe le sang qui tache sa veste. « Médecin, vous êtes touché !» Montgomery secoue la tête, les repoussant. « Ce n'est rien, » dit-il, la voix rauque. Il permet à un autre médecin de lui appliquer une rapide pansement de campagne sur le flanc, une solution temporaire au mieux, avant de déjà jeter un œil par-dessus le mur de mer. La plage est un paysage de cauchemar. D'autres péniches de débarquement brûlent dans le ressac. D'autres hommes tombent. La marée monte, menaçant de noyer les blessés impuissants qui gisent paralysés dans les bas-fonds. Les heures du matin s'écoulent, mais pour Jack Montgomery, le travail de la journée n'en est encore qu'à ses débuts. Il repère un groupe de 3 hommes blessés, blottis sous le maigre abri d'un char Sherman désactivé, et sans un mot, il se prépare à repartir. Le char Sherman désactivé est là, tel une bête de fer blessée, échoué et silencieux dans le ressac, son canon de 75 mm pointé impuissant vers le ciel gris.
C'est vers cette carcasse métallique que Jack Montgomery court maintenant, une silhouette voûtée évoluant dans un paysage de mort. La douleur dans son flanc est un rappel constant et aigu de sa propre mortalité, mais il la refoule. La distance est peut-être de 75 yards, une éternité sous les regards vigilants des positions de tir allemandes. Il utilise les cratères d'obus pour une couverture momentanée, plongeant dans l'un, reprenant son souffle pendant 3 secondes, puis se redressant et courant à nouveau. La marée montante lui lèche maintenant les chevilles, une présence froide et implacable. C'est une course, non seulement contre les balles, mais contre la mer elle-même, qui menace de réclamer les vivants et les morts sans distinction. On peut sentir la résistance de l'eau sur ses bottes, chaque pas une petite victoire contre la traction du chenal. Il atteint le sanctuaire relatif de la coque du char, glissant dans l'eau peu profonde derrière lui. Les 3 hommes sont là, tels qu'il les a vus. L'un, un caporal, est conscient, adossé à une chenille, son fusil M1 reposant inutilement à côté de lui. Il a une vilaine coupure au front et tient une compresse imbibée de sang sur sa cuisse. Les 2 autres sont dans un état pire. L'un est allongé sur le dos, sa respiration superficielle est saccadée, une tache sombre est étendue sur son abdomen indiquant une blessure à l'intestin. Une sentence de mort quasi certaine sur cette plage. Le 3e est inconscient, son visage cireux, un garrot déjà appliqué haut sur son bras par le caporal. L'esprit de Montgomery fonctionne avec la froide et détachée clarté d'un médecin chevronné. Triage. Il ne peut pas tous les sauver en même temps. « Médecin », rappe le caporal, la voix faible. « Content de vous voir. » Montgomery donne un bref hochement de tête, ses doigts déjà à l'œuvre sur l'homme blessé à l'abdomen. Il sait que les chances sont minces, mais il doit essayer. Il applique un large pansement de bataille modèle Carlyle, appuyant fort pour tenter de ralentir le saignement, mais il sait que c'est un geste futile sans chirurgien. Il injecte une seringue de morphine dans la jambe de l'homme, une petite miséricorde contre l'agonie à venir. Il se tourne ensuite vers le soldat inconscient, vérifiant le garrot. Il est serré, comme il se doit. Le pouls de l'homme est filant et faible. Le caporal est la dernière priorité. Ses blessures sont graves mais pas immédiatement mortelles. C'est un calcul brutal, l'arithmétique de la survie. Le rugissement de la bataille semble s'intensifier et la coque en acier du char vibre alors qu'une volée de tirs de mitrailleuses martèle son flanc opposé. Dans ce vortex de chaos, les histoires individuelles de bravoure pourraient si facilement être perdues, englouties par l'ampleur du conflit. C'est notre mission de veiller à ce qu'elle ne le soit pas. Si vous croyez en la préservation de ces récits de devoirs inébranlables, votre abonnement est un moyen puissant de soutenir cet effort. Montgomery regarde en arrière vers la digue, puis vers l'eau qui tourbillonne maintenant autour de ses genoux. Les cordes et tombées commencent à dériver grotesquement dans le ressac. Les blessés qu'il a laissés dans les cratères risquent de se noyer. Le temps presse. Il prend sa décision. Il attrape le soldat inconscient. « Caporal !» crie-t-il par-dessus le vacarme. « Maintenez la pression sur cette plaie. Je reviendrai pour vous. » Le caporal hoche la tête, son visage grave de compréhension. Soulevant le poids mort de l'homme inconscient sur son épaule dans une prise de pompier, Montgomery trébuche de derrière le char. La charge est immense, sa propre blessure criant en protestation. L'eau est maintenant un adversaire puissant, tirant sur ses jambes, essayant de le faire sombrer. Chaque pas en avant est un effort monumental de volonté. Il fixe la digue et commence la longue et terrible marche du retour. Une figure solitaire de défi contre le double assaut du feu allemand et de la marée inexorable de l'Atlantique. Il titube les derniers mètres jusqu'à la digue, ses jambes tremblant de manière incontrôlable sous l'effort, et s'effondre à moitié alors que d'autres soldats le soulagent de son fardeau, abaissant doucement l'homme inconscient. Pendant un instant, Jack Montgomery s'appuie contre le béton rugueux,
le gravier lui pressant la joue, son souffle venant en sanglots rauques et douloureux. Le monde nage dans une brume grise. Le sang de sa propre blessure par éclat a maintenant trempé sa veste et son pansement de campagne, une humidité chaude et collante qui est à la fois un danger et une nuisance lointaine. Mais l'image des deux autres hommes, le caporal et le soldat touché à l'abdomen, toujours derrière le char, avec l'eau qui monte, est un fer rouge sur son esprit. Il n'y a pas de choix. Il n'y a que la mission. Il se pousse du mur. Il trouve un rouleau de fil de téléphone de campagne abandonné par un soldat du génie des transmissions. Une idée, née du désespoir et de l'épuisement, prend forme. Il ne peut plus porter d'hommes ainsi. Sa force décline. Il attache une extrémité du fil autour de sa taille, tendant l'autre à un sergent accroupi à proximité. « Quand je reviendrai là-bas, hurle-t-il, la voix rauque, tirez-nous !» Le sergent regarde Montgomery, le sang sur son uniforme, l'audace pure et insensée de la proposition, et donne un signe de tête déterminé. « Compris, Doc. » Avec le mince fil de fer traînant derrière lui, il retourne dans l'enfer. Le voyage semble encore plus long cette fois-ci, le sable et le ressac, un ennemi grasping. Vous êtes avec lui, sentant la brûlure dans ses poumons, la douleur lancinante dans son flanc, le poids écrasant de la fatigue accumulée. Il n'est plus seulement un médecin, il est une bouée de sauvetage, un lien physique entre les mourants et les vivants. Il atteint le char Sherman. L'eau lui arrive maintenant aux genoux. Le soldat avec la blessure abdominale respire toujours, sa vie s'échappant à chaque expiration superficielle. Le caporal tient bon, son visage un masque de résolution acharnée. Montgomery sait que le soldat touché à l'abdomen est trop lourd pour être traîné, trop fragile pour être déplacé rapidement. Il fait un autre choix impossible. Il se tourne vers le caporal. « Je l'emmène d'abord », dit-il, désignant le soldat mourant. Le caporal comprend. C'est un dernier pari désespéré. Montgomery attache le fil téléphonique autour de la poitrine de l'homme mourant, sous ses bras. Il donne 3 secousses vives sur la ligne, le signal. Puis, il commence à tirer, guidant le corps semi-flottant à travers l'eau agitée, remplie de débris, tandis que les hommes sur la digue tirent de l'autre côté. C'est une récupération lente, maladroite, agonisante. Les mitrailleurs allemands, peut-être momentanément confus ou en train de recharger, ont ralenti leur tir sur sa position, mais des balles perdues sifflent toujours au-dessus avec un bourdonnement menaçant. Le soldat est un poids mort, son corps inerte, et Montgomery doit constamment ajuster sa prise, gardant la tête de l'homme hors des vagues. Il est un berger dans une mer de sang, guidant son troupeau à la maison. Ce sont ces détails, le fil, le signal, la montée des eaux, qui définissent un acte d'héroïsme, le transformant d'une ligne dans une citation en une expérience viscérale et humaine. Nous nous engageons à déterrer et à présenter ces détails, et votre abonnement garantit la poursuite de ce travail. Il parvient finalement à amener le soldat à la digue où il est soulevé en sécurité, ses chances toujours infinitésimales, mais plus nulles. Jack Montgomery, sans pause, se retourne vers la mer. Le caporal attend toujours. Le soleil, un disque pâle et indifférent dans le ciel enfumé, entame sa lente ascension vers midi. Pour Jack Montgomery, le temps a perdu toute signification. Il n'y a que le rythme du travail, la course allée, les moments frénétiques des premiers soins et le voyage épuisant du retour. Il revient pour le caporal, utilisant le même fil de téléphone comme ligne de vie pour aider à hisser l'homme blessé, mais encore conscient, à travers l'eau qui monte. Au moment où il amène le caporal au mur de mer, la marée lèche sa base, et le char Sherman est devenu une île. La plage, autrefois une vaste étendue de sable, n'est plus qu'une étroite bande de chaos, encombrée par les débris de la guerre et les corps des tombés. La première vague d'assaut est terminée, mais la bataille pour Utah Beach est loin d'être gagnée. L'artillerie et les tirs de mortier continuent de pleuvoir,
et les tireurs d'élite allemands éliminent désormais méthodiquement des cibles d'opportunité. Montgomery établit un poste de secours improvisé dans un grand cratère d'obus derrière le mur de mer. C'est un sanctuaire pathétique, offrant une protection minimale, mais c'est le mieux qu'il puisse faire. Il allonge les blessés en rang, leurs gémissements et leurs suppliques silencieuses pour de l'eau formant un cœur constant et déchirant. Ses propres provisions s'épuisent dangereusement. Sa trousse de secours est presque vide de bandages, sa poudre de sulfamide a disparu et il a utilisé sa dernière seringue de morphine. Il commence à improviser, déchirant des bandes de tissu sur les uniformes des morts pour s'en servir comme bandage, utilisant des bretelles de fusil comme garrots. Il récupère les trousses de secours des médecins tombés et des hommes blessés, ses mouvements étant un flou d'efficacité désespéré. Sa propre blessure continue de suinter du sang, une douleur sourde et persistante qu'il a appris à ignorer complètement. Vous êtes là, dans ce cratère, l'air épais de l'odeur métallique du sang et de l'âcre senteur de la poudre. Vous voyez l'épuisement pur gravé sur le visage de Montgomery, les profondes rides de fatigue autour de ses yeux, la crasse, la sueur et le sang qui couvrent sa peau. Mais vous voyez aussi sa détermination inébranlable. Il passe d'un homme à l'autre, sa touche est douce mais ferme, sa voix est une présence basse et apaisante au milieu du chaos. Il ne se contente pas de soigner les blessures, il distribue de l'espoir, une denrée plus précieuse que la morphine sur cette portion sanglante de la côte. Quand un homme crie de douleur à cause d'une blessure par éclat d'obus à la jambe, Montgomery est là pour resserrer une compresse. Quand un autre commence à succomber au choc, sa peau froide et moite, Montgomery lui élève les pieds et le couvre d'une couverture de rechange, essayant de préserver la maigre chaleur corporelle qui lui reste. Il semble être partout à la fois, une figure solitaire menant une guerre personnelle contre la mort elle-même. Les heures s'écoulent lentement. 6 heures, puis 8, puis 10. La nature de son héroïsme ne réside pas dans un acte unique et explosif, mais dans cet effort incessant et soutenu sur une durée inimaginable. Documenter ce genre d'endurance est le cœur de notre mission, un témoignage de l'esprit humain. S'abonner à cette chaîne est un moyen direct d'honorer cet esprit et de nous aider à raconter ces histoires incroyables. Au fur et à mesure que l'après-midi avance, la marée commence à se retirer, révélant toute l'horreur de l'assaut du matin. La plage est un cimetière. Mais pour les dizaines d'hommes allongés dans et autour du cratère de Montgomery, c'est aussi un lieu de survie. Il a sauvé, homme après homme à lui seul, transformant ce qui aurait dû être une condamnation à mort en une chance de vivre. Ses actions n'ont pas échappé à l'attention. Les ingénieurs du 146e, les fantassins, les marins, ils voient le médecin à l'uniforme taché de sang, celui qui continue de foncer dans le feu quand tous les autres cherchent à se mettre à couvert. Il est devenu une légende en l'espace d'une seule journée. Mais pour Jack Montgomery, il n'y a pas de légende. Il n'y a que le prochain homme blessé. Le soleil commence à descendre vers l'horizon, projetant de longues ombres sombres sur la plage. Son travail n'est toujours pas terminé. Le crépuscule s'installe sur la côte normande, peignant le ciel de nuances violettes et orangées meurtrissées. La fureur de la bataille s'est apaisée en un échange de tirs tendus et sporadiques. Les sons de coups de fusil individuels et les rafales occasionnelles et stridentes d'une mitrailleuse résonnent désormais sur la plage jonchée, un sombre post-scriptum à la cacophonie de la journée. Pendant plus de 12 heures consécutives, Jack J. Montgomery a travaillé sans nourriture, sans eau, sans repos. Son corps est une symphonie unique et criante de douleur et d'épuisement. La blessure causée par les éclats d'obus dans son flanc bat d'une chaleur venimeuse, un rappel constant du tribut de la journée. Il a perdu le compte du nombre d'hommes qu'il a soignés, du nombre de vies qu'il a arrachées au bord de l'eau. Le nombre n'a pas d'importance. Tout ce qui importe, c'est qu'il soit vivant. Sa station de premier secours improvisée dans le cratère est maintenant un point de rassemblement organisé, quoique lugubre. Il a stabilisé tous les hommes qu'il a pu,
ses mains et son uniforme si maculés de sang qu'ils paraissent presque noirs dans la lumière déclinante. Il se déplace parmi eux une dernière fois, vérifiant un pansement ici, ajustant une attelle là, murmurant un mot d'encouragement discret. Il fonctionne à l'essence, sur une réserve de volonté qui semble inépuisable. On peut voir la profonde lassitude dans sa posture, la façon dont ses épaules s'affaissent, la lenteur délibérée de ses mouvements. C'est un homme qui a versé jusqu'à la dernière once de sa force, de son courage et de son humanité sur le sable de cette terre étrangère. La tête de pont est maintenant sécurisée. Des renforts et des approvisionnements avancent enfin vers l'intérieur des terres, et des détachements médicaux organisés mettent en place de véritables stations de secours plus loin du front. Le cours des choses a été inversé, non seulement par les grandes stratégies des généraux, mais par l'effet cumulé d'innombrables actes de bravoure individuels personnifiés par le médecin militaire des 146e ingénieurs. Un officier médical, un capitaine à l'air las mais autoritaire, parvient enfin à la position de Montgomery. Il observe la scène, les rangées de blessés, les preuves de soins soutenus et désespérés, puis ses yeux se posent sur Montgomery lui-même, sur la tache sombre et laide qui s'étend du bandage hâtivement appliqué par le médecin. « Mon garçon, vous êtes blessé », dit le capitaine, sa voix mêlant inquiétude et admiration. « Vous devez être évacué. » Pour la première fois de la journée, Jack Montgomery s'arrête. L'ordre semble percer le brouillard de l'épuisement. Il regarde son flanc comme s'il remarquait la blessure pour la toute première fois. Il donne un lent signe de tête fatigué. Sa guerre sur Utah Beach est terminée. Les hommes qu'il a sauvés sont un témoignage vivant de son refus de céder à la peur, à la douleur ou aux chances écrasantes. Ce dévouement complet et indéfectible, soutenu pendant 12 heures infernales, est le genre d'histoire qui transcende l'histoire et devient une leçon sur les plus hauts idéaux de service. Nous croyons que raconter cette histoire dans tous ses détails sans rien omettre est le plus grand hommage que nous puissions offrir. Votre abonnement est le carburant qui nous permet de poursuivre ce travail important en assurant que l'héritage de héros comme Jack Montgomery perdure.